Geneviève Deschamps. Je suis formatrice en prévention du suicide et je suis à la maison Sous les armes depuis 14 ans. La maison Sous les armes a vu le jour autour de février 1983 pour venir aider les gens dans la communauté. C'est un service communautaire intermédiaire à ce qui offre au niveau du réseau. Alors, c'est un service d'aide qui était plus près des gens dans la communauté pour briser l'isolement, pour les accompagner dans leurs difficultés en santé mentale. C'est juste après ça, je ne veux pas te rouler sur le pied. Vous allez faire? Oui, il y en a moins. Bien, en fait, moi, je viens de Châteauguay depuis tout le temps. Puis, la maison Sous les armes et le centre de crise à Châteauguay, moi, j'ai fait un bac en psychologie. Puis, quand j'ai terminé mon bac, bien, j'ai appliqué ici à la maison Sous les armes. C'est certain que la prévention du suicide, ça a toujours été une cause importante pour moi. Alors, et je trouve que c'est vraiment une belle ressource. On est près des gens. J'ai travaillé dans tous les services de la maison Sous les armes, puis la relation d'aide, ça m'a toujours intéressée. Alors, je suis investie en prévention du suicide depuis. Puis, depuis peu, je vais être graduée aussi en travail social. Et encore une fois, les études ont été davantage poussées en prévention du suicide. Je suis devenue formatrice en prévention du suicide et j'organise le groupe d'endeuillés par suicide. Ça fait partie, c'est ça, de mes études, de remonter le groupe. C'est une cause qui me tient à cœur, c'est important. Plus on va briser le silence autour du suicide, autour de la santé mentale, je pense que plus les gens vont être soutenus, moins il y aura de suicide. Si chacun est capable de poser la question à un proche en détresse, moins on se ferme les yeux sur le suicide, bien, j'imagine qu'on va en sauver davantage. Plus les gens vont se sentir accompagnés, capables d'en parler, capables d'ouvrir sur le suicide, je pense moins il y aura de suicide. C'est l'isolement qui amène les gens à penser qu'ils sont seuls avec leur détresse. Puis je pense que plus on en fait une cause de société, plus on est sensible aux autres, moins qu'on se ferme les yeux sur la détresse des gens, plus on va être capable d'en sauver. Ouais. Oui, bien, la maison Sous les armes, c'est devenu à un moment donné vraiment un centre de crise et un centre de prévention du suicide. Alors, on offre ici quand même plusieurs services. Là. Il y a le service d'entrée, c'est la ligne de crise. C'est un service 24/7. C'est des intervenants qui sont sur la ligne, donc c'est plus qu'une ligne d'écoute, c'est vraiment une ligne d'intervention de crise. Le service est offert pour les gens de 14 ans et plus. Fait que les gens vont recevoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'intervention pour tout type de situation de crise. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est en désorganisation, mais ça peut être pour tout type de raisons. Là.
difficultés relationnelles, rupture amoureuse, perte d'un logement, difficultés financières. Fait que c'est vraiment pour tout type de situation. C'est aussi un service d'intervention pour les proches là, qui sont inquiets pour une personne en détresse. On va être là pour les écouter, pour intervenir aussi auprès d'eux, leur apporter un soutien, un support, mais aussi pour un service de référence. Là. On connaît tous les organismes là, de notre communauté. Fait qu'on va accompagner ces proches-là vers les bons services là, pour leurs personnes en détresse. Sinon, on offre aussi du suivi de crise. C'est du suivi à court terme. C'est sûr que c'est pas du suivi thérapeutique, c'est vraiment dans le concret. On va accompagner les gens pour qu'ils retrouvent un équilibre là, assez rapidement là, en les accompagnant vers les ressources de la communauté aussi, mais en leur offrant aussi un support là, à la semaine, là, sur quelques semaines. On va offrir du suivi étroit. Ça, c'est une augmentation de l'offre de service quand la personne est en danger grave pour elle-même ou pour autrui si la personne a des idées homicidaires. Mais quand on parle d'un suivi étroit, c'est qu'on parle de personnes qui sont en détresse suicidaire. Donc, on va augmenter l'offre de service là, pour s'assurer que pendant une bonne période de temps, ces gens-là sont soutenus, sont accompagnés pour éviter qu'ils tombent entre les mailles du filet, là, puis qu'on assure leur sécurité. On va offrir de l'hébergement de crise. Ça aussi, c'est de l'hébergement court terme. C'est pour venir soutenir les gens qui se sentent en danger à la maison. Ou de les accompagner pour qu'ils puissent retrouver un équilibre, mais vraiment dans le ici et maintenant. Là, on va les accompagner, on va les héberger sur quelques jours. Oui, ben moi, ça fait quasiment 2 ans. Puis j'ai fait un bac en psycho, puis on a comme un genre de site où ils mettent plein d'offres d'emploi dans le domaine où, tu sais, quand tu as des études en psycho baccalauréat, qu'est-ce que tu peux faire? Puis j'ai vu ça comme annonce. Puis j'avais une amie qui avait passé une entrevue quelque temps avant, puis qu'elle avait été engagée. Fait en même temps de voir l'annonce, puis qu'elle m'en parle, je me suis dit, ben moi aussi, je vais m'essayer. Puis, mais je connaissais pas du tout avant. Même les centres de crise, je connaissais pas ça pendant tout avant. Bien, en fait, l'hébergement, tout service ici commence par le téléphone. Donc, on prend toujours un temps au téléphone. Puis souvent, l'hébergement, c'est vraiment... on doit évaluer aussi la problématique, voir la situation, voir le besoin, parce que c'est pas aidant nécessairement pour tout le monde. Il y en a qui peuvent venir en hébergement, puis ils vont vouloir rester longtemps, mais c'est vraiment à court terme. C'est vraiment pour comme prendre un recul de quelques jours, puis se remettre dans l'action, se rattacher à des moyens, puis là, repartir vers une bonne direction. Fait que c'est pas toujours nécessairement le moyen aidant pour tout le monde. Donc, on prend toujours le temps d'évaluer. Là, une fois que la personne elle arrive, on l'accueille. Souvent, c'est peut-être à peu près 1 semaine maximum que les gens restent, mais on va jamais établir un délai à l'arrivée. On va comme voir au jour le jour, mais les gens, ils savent que c'est pas... c'est pas, mettons, des gens qui ont des gens qui sont dans la rue. On les accueille des fois, mais c'est pas la ressource pour eux. Là. C'est vraiment court terme. Puis ils vont pouvoir, par exemple, ici, ils vont pouvoir passer du temps. Il y a des livres, il y a des films, il y a des jeux de société, il y a des dessins. Fait qu'ils sont vraiment comme autonomes ici. Nous, on est dans notre bureau, on les rencontre. Ils ont une rencontre 1 heure par jour de cédulé, comme un rendez-vous. Puis le reste du temps, ben ils se promènent, ils font ce qu'ils veulent, ils travaillent sur leur objectif qu'on aura établi avec eux au début. Puis c'est ça, ils n'ont pas à s'occuper de rien, là. C'est gratuit aussi, fait que il n'y a pas de stress pour ça. On offre aussi le suivi d'intensité variable, qui est un service dans la communauté. Donc, c'est les intervenants qui se déplacent au domicile des gens, pas juste au domicile, mais qui les accompagnent aussi dans les différentes ressources. C'est des gens qui ont un besoin d'accompagnement. Que si les intervenants étaient là, c'est des gens qui auraient plus de difficultés à faire leur démarche de réinsertion à l'emploi, de bénévolat, d'activité. Puis ça, c'est des suivis qui se font sur une plus grande période de temps. Là, on parle même d'années.
d'une année, de 2 ans, où on va les accompagner. C'est de 2 à 7 rencontres à peu près par mois. Alors, les intervenants vont les accompagner dans leur quotidien pour qu'ils puissent récupérer une autonomie, retrouver un équilibre aussi, mais vraiment plus une autonomie qui soit capable de garder leur domicile, là. On offre des services de postvention quand il y a un suicide dans un milieu, que ce soit un milieu de travail, un milieu scolaire, dans une famille. C'est les intervenants qui vont se déplacer dans le milieu pour aller évaluer, éviter la contagion, repérer les personnes qui sont plus vulnérables là, au suicide. Alors, on va pouvoir rapidement leur offrir les services dont ils ont besoin. On offre ça aussi. Suivi de deuil par suicide. Puis, suivi de deuil par suicide va se transformer. Ils vont être en rencontre individuelle pendant quelques temps, mais par la suite, ils vont intégrer un groupe d'endeuillés par suicide qu'on offre aussi quelques fois par année. On fait toujours en sorte d'ouvrir un groupe quand on a à peu près 8 à 10 participants. C'est sur 8 rencontres, ça se fait le soir une fois par semaine. Alors, il n'y a pas de période déterminée, mais quand on a suffisamment de participants, on offre un groupe d'endeuillés par suicide aussi. On pense que par le groupe, c'est mieux pour briser l'isolement. C'est des gens qui s'isolent plus facilement de par leur statut d'endeuillé par suicide. Il y a encore beaucoup de tabous, beaucoup de mythes autour de la santé mentale, du suicide. Alors, c'est des gens qui viennent isoler plus rapidement. Alors, des mettre en groupe pour leur permettre de partager leur vécu, c'est aidant. On s'aperçoit qu'il y a une belle cohésion et c'est bien agréable. C'est à mon tour? Oui! Moi, je carbure à ça. C'est correct que je le mets juste plus bas que les lignes du poignet pour la guérison? Oui. Tu mets où tu penses que c'est bien. C'est toi la pro. Ça va faire 900 aujourd'hui que je le sais, moi. J'y vais. De combien de personnes? Le 8? Quel sens, ta virgule? Oui, mais le monde pense. Ben, parce que d'habitude, ça se demande pas tant, là. On fait souvent les. By the way, la virgule vers toi, hein? Oui. OK. Oui, beaucoup de mythes et tabous entourant le suicide, à savoir si c'est courageux ou si c'est lâche. En fait, on parle de personnes qui sont dans une grande détresse, une grande souffrance, puis on va parler davantage du suicide comme étant une absence d'issue. C'est que la personne vient à essayer plein de solutions, plein d'options, elle cogne à certaines portes, mais à un moment donné, la personne devient épuisée. La détresse prend plus de place dans la balance, puis vient qu'à voir le suicide comme la seule issue possible. Fait qu'on va travailler à briser ces mythes-là aussi, de dire, ben non, il faut voir le suicide comme étant une absence d'issue, le voir comme étant des gens qui sont en grande détresse et voir, les problèmes de santé mentale, si on les soigne pas, si on prend pas soin de soi, ça peut se terminer par un suicide, par manque de soutien, par manque d'aide des proches, des ressources qui sont là parce que, la personne vient qu'à s'épuiser elle-même, là, puis à se sentir un peu comme dans une boîte noire, là. Fait qu'on explique le suicide de cette façon-là. Selon moi, il y a pratiquement toujours des signes, là. Mais les signes peuvent être très, très fins. Justement, il y a des signes qui sont verbaux, qui sont beaucoup plus flagrants, mais il y a des signes comme des changements de comportement, des messages indirects,
des dons d'objets, mais que les proches, c'est comme s'il y avait seulement un morceau du casse-tête. Hein? C'est pas on n'a pas l'image complète de la détresse de la personne, donc chacun avec son petit morceau n'a pas le portrait de se dire, ben OK, mon proche a des idées suicidaires. Par contre, ce qu'on se dit, c'est on voudrait amener les gens à être davantage sensibles et être capables de poser la question directement. Puis éviter ce tabou-là de dire, ben si je pose la question à mon proche s'il y a des idées suicidaires, bien, s'il n'y en a pas, je vais lui donner l'idée de le faire. Non, au contraire. Si on dit à notre proche qu'on ressent en détresse, as-tu des idées suicidaires? On lui donne l'idée qu'on est prêt à recevoir la réponse, qu'on va être prêt à l'aider, assez fort pour l'aider puis l'accompagner. Ça ne donne pas l'idée de faire un passage à l'acte suicidaire si on pose la question directement. Donc, on est mieux de la poser du moment qu'on sent notre proche en détresse, qu'on le sent triste, qu'on sent qu'il s'isole davantage, qu'il y a des changements de comportement, qu'on le reconnaît plus, qu'on le sent différent à ce moment-là, de prendre ces informations-là et de dire tu me sens triste depuis un temps, ça semble pas bien aller. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Puis à ce moment-là, la réponse que la personne nous donne, ça nous dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire par la suite? Il y a le 1-866 appel qui sont les numéros des centres de prévention du suicide de toutes les régions. C'est un peu comme le 811, le 111, le 911. On fait le 1-866 appel, on est directement redirigé. Sinon, ici, on a la maison sous les armes où, quand on est inquiet pour un proche, on peut nous contacter. On va accompagner ce proche-là à être capable soit de nommer, de demander la question directement, ou on peut nous-mêmes relancer la personne en détresse quand un proche est inquiet pour aller évaluer si la personne est en danger, si la personne a des idées suicidaires, puis proposer de nos services. C'est une belle façon d'aider que de poser la question directement. Si la personne n'a pas d'idée suicidaire, bien, tant mieux. La personne va nous dire qu'elle n'a pas d'idée suicidaire, mais qu'elle est quand même en détresse. On peut quand même l'accompagner au centre de crise pour venir chercher des services. On n'est pas juste un centre de prévention du suicide. On veut prévenir aussi la crise, donc on veut accompagner avant que les idées suicidaires arrivent. Là. Mais c'est plus important d'avoir la réponse avant que les idées suicidaires arrivent. En fait, les gens, quand ils viennent ici, c'est souvent, comme je dis souvent, c'est comme s'ils ont la tête en dessous de l'eau. Puis là, ils savent plus trop où est-ce que la surface elle est. Fait que nous, notre travail, c'est de les amener à comme sortir leur tête de l'eau, puis de pouvoir voir les ressources qu'ils ont, voir les moyens qu'ils ont, puis les rattacher à ces moyens-là. Fait que ça se peut que du monde qui sont plus en état de crise que d'autres quand ils appellent. Il y en a qui nous appellent, puis c'est vraiment le dernier moyen qu'ils utilisent là, avant de soit passer à l'acte, soit s'automutiler, faire une tentative de suicide. Puis il y a de n'importe quelle problématique. Là. Il y a des gens qui vivent des ruptures, il y a des gens qui viennent de perdre leur emploi, il y a des gens qui vivent une accumulation de plein de choses. Il y a des gens aussi au niveau juste de la santé mentale qui, dans leur dynamique, qui vont avoir qui vont réagir fortement à certaines choses, à certains événements. Il y en a des fois que c'est des proches qui nous appellent parce que la personne est tellement en crise qu'elle n'est même plus capable d'utiliser le dernier moyen qui existe, qui est de nous appeler. Il y en a des fois aussi qui viennent cogner. C'est sûr que quand les gens viennent cogner, étant donné qu'on a la ligne, on n'est pas nécessairement disponible pour eux, mais on les accueille quand même, puis on voit ce qu'on peut faire. Dans la ligne de crise qu'on offre, les gens peuvent nous appeler quand ils veulent, à n'importe quelle heure. C'est ouvert 24 heures sur 24, Noël, jour de l'an, toute l'année. Puis nous aussi, ça se peut qu'on relance certaines personnes. Ça arrive que certaines personnes qui vont moins nous appeler par eux-mêmes au début, qui sont peut-être plus fermées, qui sont méfiants, qui ne nous connaissent pas. Puis c'est plus difficile. On va nous commencer par les rappeler. On va pouvoir mettre des rendez-vous aussi téléphoniques. Donc on cédule un moment, une heure précise, puis on demande à la personne de nous appeler comme si elle se présenterait ici, sauf qu'elle le fait par téléphone.
On offre aussi un groupe d'endeuillés par suicide, je pense 2 fois par année. Des gens qui ont vécu le suicide d'un proche vont pouvoir venir en groupe puis ils vont pouvoir en parler avec Isabelle, avec Geneviève aussi. On offre aussi des suivis de crise, mais en face à face. Donc, c'est un peu comme au téléphone, sauf que c'est que les gens vont venir nous voir ici. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont vraiment pas à l'aise au téléphone. C'est sûr qu'on a comme une coupure, on voit pas le visage, il n'y a pas tout le non-verbal. Fait que des fois, c'est peut-être plus... comme peut-être trop une grosse distance pour certaines personnes. Fait qu'il y en a qui vont mieux aimer venir nous voir. Mais vraiment, le téléphone, moi, c'est vraiment le service dont je suis le plus fière parce qu'on répond à n'importe... Quand que plein de monde ne répondent pas, au jour de l'an, à Noël, on est toujours là pour répondre. Puis souvent, on est les seuls, justement, qui répondent puis qui sont là pour écouter les gens. Fait que je trouve que c'est vraiment notre point fort, là. Bien, je suis vraiment fière de travailler dans le communautaire parce que je vois à quel point c'est difficile d'avoir des services. Il y a des listes d'attente, ça coûte cher. Puis j'aime ça pouvoir aider les gens qui n'ont pas les moyens justement d'aller voir des professionnels, des psychologues, des psychiatres. Je sens qu'on est toujours là pour eux, puis on est 24 heures sur 24, fait que il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas les aider. On est tout le temps là, même si c'est pas nécessairement de l'aide qu'ils ont besoin, au niveau plus thérapeutique. On est toujours là quand même pour les soutenir, les écouter, juste leur permettre d'avoir des moyens au quotidien, des moyens à court terme, puis d'être en sécurité aussi, parce qu'il y a quand même le risque suicidaire. C'est ça notre principale mission, c'est de s'assurer que les gens, de prévenir le suicide. Fait que je suis vraiment fière de ce qu'on fait avec les moyens qu'on a. Bien, c'est sûr qu'avoir travaillé dans le communautaire, j'y crois beaucoup. On est près des gens. On dessine nos services aux besoins des gens. Alors, on va modifier certains comme là, on a remonté le groupe d'endeuillés par suicide, mais à la lumière des besoins des gens d'aujourd'hui. Les services étaient là il y a 10 ans, mais ils se transforment. On veut rester calqué sur les besoins de notre communauté, c'est certain. Je pense que quand on est communautaire, c'est qu'on prend le temps d'aller voir les autres ressources de la communauté puis d'offrir des services pour pas qu'il y ait de manquement. Si un service s'offre déjà par un partenaire, on n'ira pas dédoubler les services en offrant la même chose. On va s'assurer d'offrir une panoplie de services pour que tout le monde y trouve son compte dans la communauté. En même temps, je dirais qu'aujourd'hui, on travaille bien aussi avec le réseau. On n'est pas là pour... on est là pour travailler en partenariat. Le réseau offre leurs services, nous, on offre nos services. On travaille maintenant ensemble pour s'assurer que, justement, tous les besoins de la communauté soient répondus, puis qu'il y ait de moins en moins de trous dans le filet. C'est comme ça que je vois ça aujourd'hui. De plus en plus, je trouve que le réseau le communautaire est reconnu par le réseau. On a nos expertises, ils ont les leurs. Et je pense qu'on va devenir une société beaucoup plus globale, beaucoup plus près des gens si on se reconnaît les uns et les autres et qu'on travaille en partenariat. C'est un peu la philosophie que j'ai, l'optique que j'ai, et je pense que la Maison sous les arbres, depuis quelques années, on essaie de mieux travailler en collaboration avec nos réseaux partenaires, autant nos partenaires communautaires que nos partenaires du réseau. En prévention du suicide, c'est d'autant plus important. On doit travailler avec l'hôpital, on doit travailler avec le CLSC. Ici, on offre des services aux adultes pour les 18 ans et plus. Alors, on doit travailler avec Crise Ado Famille du CLSC qui, eux, vont travailler avec les 14 ans et moins parce qu'il y a aussi des suicides auprès des jeunes adolescents, auprès des enfants.
On doit travailler avec l'hôpital pour quand la personne est en danger grave. On doit avoir une communication entre les différents services pour éviter qu'une personne sorte d'une structure encadrante comme la psychiatrie ou comme l'urgence où les gens peuvent être hospitalisés pendant un temps, puis venir à la maison sous les arbres. Donc, on doit avoir un bon travail de collaboration. Ça permet d'assurer une plus grande sécurité, un plus grand service auprès de ces gens-là. Tu sais, moi, je travaille en prévention du suicide. Donc, oui, il y a le suicide en bout de ligne, mais en fait, on travaille avec les raisons de vivre, on travaille avec les forces, les compétences des gens. On travaille à semer des petites graines, on travaille à arroser ces petites graines-là pour que ça repousse. Alors, c'est davantage des belles histoires que des histoires qui se finissent tristement. Plus on travaille justement en partenariat, plus on est de gens autour de ces gens-là en détresse, plus les histoires sont belles. On travaille avec les proches, on travaille à leur donner des moyens de soutenir leurs personnes en détresse. Alors, c'est davantage des belles histoires que des histoires tristes en bout de ligne. De voir les gens recommencer à croire en leur raison de vivre, de recommencer à croire qu'il y a un avenir possible, de les voir se réinvestir dans leurs forces et leurs compétences. C'est beau de les voir, là. C'est rassurant. En même temps, c'est stimulant aussi. De voir tu sais, il y en a plein de belles histoires de gens qu'on a aidés, qui sont revenus, qui nous ont dit à quel point ça avait été une démarche importante, que cette crise-là, qui a été temporaire dans leur vie, leur a permis de rebondir, puis de se reconstruire, puis d'utiliser toutes les forces, toutes les compétences qu'ils ont mis en place au moment de la crise pour rebondir, justement. Ça leur sert aujourd'hui. Donc, c'est davantage des belles histoires que des histoires tristes.